Bonsoir, on a eu un petit problème technique, une petite déconnexion. Donc on continue notre podcast maintenant. Donc on en était sur la comparaison du 4-4-2 possible parisien avec le 4-4-2 de Munich. Et Kata est en train de nous dire que Munich joue avec des vrais ailiers excentrés qui ne se recentraient pas. Alors c'est ça? Oui, c'est exactement ça en fait. C'était juste pour comparer l'équipe de Munich qui joue en 4-4-2 et l'équipe du PSG. Et moi, je disais juste que par rapport au double pivot titulaire, donc Kimmich, Alcantara et Verratti avec un autre partenaire, je disais que Munich bénéficiait d'un travail des milieux excentrés, donc qui sont Coman et Gnabry, qui étaient plus disciplinés que peut l'être Neymar ou Di Maria, par exemple. Alors, pour Neymar, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est un joueur très discipliné, ça dépend des consignes que tu lui donnes, même si c'est vrai qu'il va avoir tendance à se recentrer, mais il est capable quand même d'apporter le surnombre sur l'aile. Et si tu lui demandes de ne pas apporter le surnombre au centre parce que effectivement tu es capable de lui proposer des solutions avec des milieux qui vont faire ce travail qu'il était obligé de faire au Paris Saint-Germain, il est capable d'apporter le surnombre sur l'aile comme pourrait par exemple le faire un Gnabry, même si effectivement quand il sera devant, il aura plus tendance à se décentrer et à participer un petit peu plus au jeu offensif. Moi je parlais plus de l'aspect défensif en fait. Mais sur l'aspect défensif justement, Neymar il poserait pas tant de problèmes en fait, parce que ce travail-là il le faisait au Barça en fait. Oui, mais là, je veux dire, ok, il le faisait au Barça, il y avait Messi, mais je veux dire, là, Neymar, il est pas venu pour faire le sale boulot quoi, au PSG, et ça pose un problème. Mais quand tu regardes le match de Liverpool, Neymar, il fait le sale boulot. Hein. Oui, c'est un problème. Non, c'est pas forcément un problème. C'est que c'est un joueur qui est capable de reproduire les courses, qui est capable de faire ça, qui est capable d'avoir cet impact-là, qui est capable de faire les retours défensifs. C'est juste que effectivement, Neymar, il va pas te le faire contre Evian Gaillard. Oui, mais enfin, je pense que, je veux dire, c'est un joueur qui serait plus à l'aise par ses qualités dans un système en 4-3-3, exactement comme Verratti, pour les mêmes raisons. Parce que dans un système en 4-3-3, on met en avant leurs qualités et on réduit leur travail défensif, quoi, leur course. Donc pour moi, c'est plus logique d'avoir ces deux joueurs de réfléchir en 4-3-3. Pour moi, c'est un problème de réfléchir comme ça, dans le sens où ce que tu regardes, c'est que les clubs, à l'heure actuelle, qui sont les plus performants en Europe, c'est des clubs où tous les joueurs font le travail. Et je pense qu'un Neymar est vraiment capable de le faire, il ne posera aucun problème pour le faire dans les matchs où ça compte. Oui, mais tous les joueurs font le... Vas-y, Basto. Ouais, je disais qu'il y a un autre point avec Munich, c'est que Müller joue quasiment comme 3e 8 sur beaucoup de phases et que ne peut pas faire Icardi et Mbappé. Et Kimmich, c'est pas Verratti, dans le sens où Kimmich, il est vraiment capable d'apporter le surnombre et d'être très décisif. Avec les joueurs autour, le 4-4-2 n'est pas forcément comparable du PSG. Après, je pense que si on voulait faire une comparaison du double pivot, je pense qu'on comparerait plus davantage Verratti avec Alcantara et Kimmich pour l'aspect défensif avec Marquinhos. Quoi. Si on veut faire vraiment pousser l'analogie jusqu'au bout. Ouais, Kimmich se projette énormément. Hein. Oui, non, mais on va dire qu'il y a un joueur un peu plus fin techniquement qui est soit Alcantara, soit Verratti, et un joueur plus physique, plus athlétique qui est Marquinhos ou Kimmich. Après, que tu me dises que Kimmich est meilleur que Marquinhos en milieu... on en revient à ce que je disais, le milieu bas du milieu à deux de Munich, Alcantara, donc le milieu bas au PSG devrait être Verratti avec un joueur qui se projette et qui est aussi technique à ses côtés. Après ça, c'est une vision, mais si le joueur le plus bas c'est Verratti, si tu l'associes avec un joueur comme Marquinhos, ça pose problème parce que Marquinhos, lui, il peut pas se projeter. Oui, on est d'accord. Mais pour moi, il pose problème le milieu Verratti-Marquinhos. Il pose problème. Et pourtant, voilà, c'est la meilleure solution, mais ça pose un énorme problème. C'est-à-dire que ça t'amène une distanciation, ça t'amène un Neymar qui est obligé de venir compenser au milieu, ça t'amène tous les bugs avec les sous-nombres systémiques qu'on a. Non, mais ça pose problème, mais ça pose moins de problème que les autres paires. Ça me pose moins de problème que la paire Gay-Verratti, ça pose moins de problème que la paire. Oui, mais par contre, tu l'as jamais vu. Verratti-Paredes, quoi. Mais tu n'as jamais vu un Verratti associé avec un milieu qui était capable de se projeter et de se projeter avec et de se projeter sans ballon. Un peu Gay. Un Gay, c'est un peu ce qu'il fait. Oui, non, mais on parle de créateur, comme Kimmich, pas de Gay. Pas un mec mais Kimmich, c'est pas vraiment un profil créatif. Si, aussi. Il est les deux. Il est les deux. Kimmich, oui, mais c'est un profil qui a de l'impact, un peu style Alan, on va dire. Mais c'est pas un profil c'est une sorte de Gay amélioré, avec plus de buts, avec plus de stats, ce que tu veux, plus de technique. C'est beaucoup plus proche d'un Savic que d'un Alan pour Kimmich. Ah, t'exagères quand même, non?
Non, pas tant que ça. Non, mais là, tu es en train de me comparer quand même Kimmich à Savic. Plus que par rapport à. Tu exagères un peu quand même. Kimmich a été milieu, Guardiola l'a mis arrière droit et là il est revenu milieu. De base, c'est un milieu. Oui, mais c'est un milieu physique, c'est un milieu travailleur. Après, de dire que c'est un milieu créatif, là, je pense qu'on s'avance un peu beaucoup. T'as vu le dernier but qu'il a mis là? Non, mais but, c'est pas créatif. Quoi. Non. C'est pas le fait d'avoir mis un but, c'est le but qu'il a mis. Tu l'as vu, le dernier lob là? Là, le premier match qu'il avait fait, là, le match de reprise, là Dortmund, il y a une semaine. Ouais, bah il met il fait un dribble, il marque, ouais. Non. Mais ça n'en fait pas un joueur, je veux dire, Kimmich, on le connaît, je pense. Pour mettre ce lob là, je t'assure que c'est un mec qui est très technique pour mettre le lob qu'il met. Très. Et il est super technique en fait, Kimmich. Il est méga technique en fait comme joueur, moi je trouve. Non, mais on peut pas le comparer à un joueur type Savic ou Pogba ou ce genre de peut-être. catégorie de joueurs, quoi. Mais ni à Gay ou Alan. Bah, pour moi, c'est plus une sorte de Alan ou Gay amélioré plutôt que donc c'est ce que très amélioré si vous voulez, mais Gay, un 8 complet, créatif et défensif et qui sait défendre. Moi, je dirais pas que c'est un 8 créatif. Dans le double pivot, il y a un créatif, c'est clairement Alcantara, et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, de mettre l'étiquette créatif à Kimmich, je trouve que c'est un peu exagéré. Mais bon, je pense qu'on va pas débattre non plus de ça. C'était le podcast du Club Munich. Voilà, merci. Ça. On va passer à la question suivante, au sujet suivant. Si jamais le PSG avait eu envie de changer de coach, ce qui était peut-être le cas, on ne le saura pas, est-ce que pour vous la crise liée au Covid-19 met-elle selon vous fin à cette possibilité, à ce souhait possible et est-ce que vous sentez une grande entente entre Leonardo et Tourelle? Et donc qu'est-ce qu'il faut attendre maintenant de ce duo avec la Ligue des Champions qui prend en août? Est-ce que c'est possible de changer ou pas, Seb? C'est complexe. Après, il y a quelque chose de notable, c'est que ce ne sont que des rumeurs, mais à partir du moment où tu as 25 rumeurs qui vont dans le même sens, il y a un moment où ça donne du crédit. On a l'air d'avoir une entente idyllique entre Thomas Tuchel et Leonardo. Ils se comprennent sur le mercato, ils se comprennent sur ce qui doit être fait pour le club. Il y a un vrai problème là, il y a un vrai problème. Et effectivement, le coronavirus nous lie complètement les pattes. On peut pas changer de coach comme ça alors qu'on est dans une situation bâtarde où la saison n'est pas terminée. Mais il faudrait changer de coach en fait avant que la saison soit terminée, juste pour jouer 3 matchs. C'est presque un non-sens. Et une fois que la saison sera terminée, il faudra déjà commencer la suivante et tu n'auras même pas un espace d'intervalle entre les deux pour qu'un coach arrive. Donc on a une espèce de situation qui est complètement bâtarde avec le coronavirus. Et donc on va le garder. Mais dire que ces deux hommes ne s'entendent pas, même si on n'est pas dans leur intimité, ça semble être une lapalissade, en fait. Ça semble tellement évident que, c'est le cas. Kata je sais pas si c'est légitime de se séparer de Tuchel alors que la saison n'est pas finie en Ligue des Champions. On a été quand même champion. Bon, malgré les circonstances, on est champion, on aurait été champion quoi qu'il arrive. On est quand même en lice pour deux finales de coupe. Donc moi, ça me paraît bizarre de licencier le coach alors que, à ce point-là de la saison, en fait, là, je comprends pas trop qu'on puisse parler de ça. Après, éventuellement, on peut voir les entraîneurs qu'il y a sur le marché. Donc, il y a Allegri qui est libre. Il y a Pochettino, il me semble. Ouais. Après les mésententes. La question de Kata, c'était plus, en gros, est-ce que s'il y a une mésentente Leonardo-Tourelle, est-ce que c'est vraiment légitime, même si c'est évidemment compliqué, on ne peut pas s'en séparer maintenant, est-ce que c'est légitime d'avoir encore une fois un DS qui ne choisit pas son coach? Est-ce que c'est pas encore une année, on va dire, de transition qui sera installée? Mais si tu veux, on n'est pas dans le rapport de force qu'il y avait entre Antero et Tuchel, parce que le rapport Antero-Tuchel, il était un peu plus équilibré, parce qu'on avait hiérarchiquement Antero qui était au-dessus, mais Tuchel qui avait été mis là par l'émir. Donc si tu veux, là, il y avait un problème parce que on avait un conflit, en fait. On avait un rapport de force qui était équilibré, et que mes ententes faisaient qu'en fait, on avait un statu quo,
et qu'on n'avançait pas dans certains dossiers. C'est pas Léo Mais qui a placé Tourelle non c'est plus. un peu la même chose, c'est-à-dire que tu as Léo. Mais non, parce que là, pardon. Parce que pour moi, là, c'est pas la même chose, parce que là, Leonardo, on sait très bien qu'il a les plein pouvoir. Nasser, il n'a pas son mot à dire. Tuchel, il n'a pas son mot à dire. C'est clair que Tuchel, il sait qu'il a 1 an de contrat, donc il n'est pas là pour le long terme. Et donc, Leonardo a toute la légitimité, toute la latitude pour gérer l'aspect sportif au PSG. Mais là, donc, pour moi, il n'y a pas de... Mais là où tu peux faire la comparaison avec celle que tu faisais, où tout à coup tu avais effectivement 2 contre-pouvoirs qui se matchaient, bah, entre Leonardo qui arrive et qui ne veut pas tout de suite changer le coach et le coronavirus, on se retrouve un peu dans cette situation où tu te retrouves un petit peu, et tu l'as très bien exprimé, c'est virer Tourelle maintenant serait un non-sens alors que la saison n'est pas terminée et que la saison d'après va commencer à la fin de cette saison. En fait, il n'y aura même pas d'intervalle entre les deux. Et quand tu prends à la fois le fait que Tourelle n'était pas le coach choisi, toutes les rumeurs qui sont venues, et puis le coronavirus qui rend effectivement le fait de changer d'entraîneur presque un non-sens, on se retrouve presque dans une situation similaire. C'est juste que effectivement Léo a tous les pouvoirs, mais il n'a pas tous les pouvoirs de par la situation qui est assez exceptionnelle. Et on se retrouve à l'arrivée dans une situation qui est assez similaire avec un nombre de rumeurs qui sortent dans tous les sens, où ils ne s'entendent pas sur le mercato, ils ne s'entendent pas sur la manière de jouer, ils ne s'entendent pas sur ci, ils ne s'entendent pas sur ça, et en même temps de devoir continuer malgré tout avec ce statu quo. Et non, mais en fait, il n'y a pas de statu quo. Après, toi, tu pars du postulat où, en fait, déjà, tu pars du postulat qu'ils ne s'entendent pas, alors qu'en fait, ça peut juste être des divergences et plus que des incompatibilités d'humeur, au final. Non, c'est des divergences sur tout le mercato. C'est des divergences sur Icardi. Tourelle ne voulait pas d'Icardi. Icardi a été prolongé. Sur Telles, sur tous les noms qui sont cités. Au final... Et en plus de ça, les rumeurs des dissensions en termes de communication entre Thomas Tuchel et Leonardo, elles ont commencé bien avant le coronavirus. C'est-à-dire que dès le début, on sentait il y avait... Moi, je trouve pas. Hein. Je suis désolé, hein, mais je vois pas. Les rumeurs existent. Les rumeurs existent en tout cas. Mais c'est vrai que il y a des rumeurs, mais bon, les rumeurs ont toujours existé. Les rumeurs existent de toute façon parce qu'il y a des entraîneurs libres. Mais de toute façon, le juge de... Pardon, ouais. Quand tu as 10 rumeurs qui, en l'espace de 5 mois, vont toutes dans le même sens, il y a un moment où c'est beaucoup. Surtout quand tu connais le rapport de Leonardo avec la presse. Non, mais là, de toute façon, je veux dire, là, le coach, il doit être jugé sur sa saison. Oui, mais la saison, c'est pas que des résultats, c'est aussi une progression collective, un jeu. Oui, mais là, au PSG, c'est surtout des résultats. Par exemple, même si on joue comme de la merde, ça va vous déranger. Moi, ça va me déranger aussi. Mais si, par exemple, on fait une demi-finale de Ligue des Champions ou ce genre de choses... Ça dépend. Si tu vas à Leipzig en quart en jouant comme une merde, tu auras juste battu Dortmund et Leipzig. Oui, mais c'est quand même... En demi, tu prends 4-0, 4-0. Enfin non, vu que maintenant, ce sera que des matchs allés, mais... Non, mais quand même, ça sera difficilement justifiable de licencier un coach dans ces conditions-là. Là-dessus, on est d'accord. C'est justement... Je veux dire, voilà. Après, oui, il y a des coachs libres, il y a des coachs que préférerait Leonardo. On est d'accord là-dessus. Kata, quand Léo arrive la première année, il vire pas Comboiré tout de suite. Et puis il le défend. Et ensuite, il place son coach. Léo est toujours un DS qui choisit ses hommes. Oui, mais il arrive, Tourelle est en place. Léo annonce tout de suite, c'est une année de transition. Le mercato sera léger, etc. Ce qui se passe. D'ailleurs, tu as l'impression qu'il fait des petites offrandes à Tourelle avec Diallo et Gay en mode c'est bon, tu as eu ce que tu veux, maintenant fais avec. Mais tu as quand même l'impression, enfin c'est l'impression moi qui dégage, c'est que Léo vient comme ça pour laisser une année à Tourelle de transition et ensuite il voulait placer ses hommes et faire un gros mercato. Et le Covid a tout changé, c'est que le budget est sûrement plus bas et que tu peux plus maintenant changer. En fait, il est coincé. Ça, et puis il y a le simple fait de finir une saison et de commencer la suivante dans la foulée. En fait. Moi, je pense pas que Leonardo, il avait les idées arrêtées. Après, sur l'histoire Camboré-Ancelotti, l'écart, il est tellement grand que c'est évident que si tu as l'opportunité de ramener Ancelotti et de virer Camboré, malheureusement, n'importe quel DS aurait fait ça, je veux dire. N'importe quel DS aurait fait ça. Après, là, moi, je pense qu'il n'a pas les idées arrêtées. Il prend en compte les options qu'il y a. Donc, il y a des options des entraîneurs sur le marché. Tuchel, pour le moment, ça se passe bien. Il y a des divergences, mais de toute façon, le juge de paix, ça sera les victoires. Sauf que maintenant, tu fais quoi? Tu perds en quart de la Ligue des Champions, tu reprends le championnat 2 semaines après, c'est plus possible. J'ai pas compris.
Si tu perds en quart de finale de Ligue des Champions, là, en août, imagine, tu te rétames lamentablement, mais tu peux plus virer Tourelle, parce que le championnat reprend 2 semaines après. C'est la problématique, c'est pour ça que ça représente... Mais pourquoi tu pourrais pas virer Tourelle, en fait? Parce que la préparation avec le nouveau coach, elle se fait comment? Mais de toute façon, il y a bien des coachs qui sont virés en milieu de saison et qui... Oui, voilà, ça serait comme un changement en milieu de saison. C'est-à-dire que tout à coup, c'est beaucoup plus compliqué que de finir un exercice. Il y a un temps de pause. Mais bon, c'est les circonstances. De toute façon, tous les coachs, il y a bien des coachs qui seront en fin de contrat en fin juin et ça pose encore plus de problèmes, je veux dire. J'ai posé une autre question, du coup. Enfin, on est d'accord qu'il y a bien des coachs là qui vont être en fin de contrat au 30 juin. Oui. Et les équipes vont bien devoir changer de coach. Mais 30 juin et mi-août, c'est pas tout à fait pareil. Tu as quand même 2 mois de préparation. Et tu as tout un mercato de préparation. Oui, non, c'est sûr, c'est compliqué. Mais je pense que voilà, s'il y a des opportunités. D'où ma prochaine question. On va la faire en 2 temps. Est-ce que Leonardo doit prendre en compte les choix de Tourelle pour le prochain mercato ou il doit faire son propre mercato? Et qu'est-ce qu'il faut attendre de Tourelle si Tourelle reste, Darius? Pour moi, Léo doit faire son propre mercato. Et qu'est-ce qu'il faut attendre de Tourelle? Malheureusement, pas grand-chose. Moi, Tourelle, j'ai rendu clair ma position sur ce coach. J'y crois pas du tout. Peut-être qu'il a fait des choses très bien par le passé, même si pour moi, quand il arrive à Dortmund, il a surtout récupéré le travail de Klopp. Mais j'y crois pas, ou en tout cas, j'y crois pas avec. D'ailleurs, c'est une question à poser. Est-ce qu'un coach peut y arriver avec 3 mégastars dans l'équipe? Est-ce que c'est possible de faire avec 3 mégastars? En tout cas, Tourelle n'y arrive pas. Le jeu pratiqué par Tourelle a été décevant depuis qu'il est là. Il y a eu une exception qui était le match contre Liverpool et le mois qui a suivi. Mais sinon, c'était grosso merdo décevant. Il y a le match contre Dortmund, oui, mais on en arrive à trouver génial des matchs qui sont médiocres, en fait. On en arrive à trouver des matchs qui sont médiocres. Pourquoi? Parce qu'on voit tellement de mauvais matchs. On a déploré combien de fois d'avoir un espèce de truc très bizarre où on se retrouve en sous-nombre défensif et en sous-nombre offensif. À aucun moment on s'est dit chouette, on va avoir un match de Paris avec Tourelle. Voilà. Et Tourelle contre Dortmund, pour rebondir, c'est un peu comme Comblanc n'avait pas de choix. Sur ce match, il n'a pas de choix. Meunier est suspendu, Verratti est suspendu, Silva n'est pas là. Il n'a aucun choix. Le seul choix, c'était Kouassi ou Paredes. Donc il se retrouve à faire des choix qui n'existent pas. En plus. Kata, toi, ton avis sur le mercato? Est-ce que Leonardo doit écouter Tourelle? Et qu'est-ce qu'il faut attendre de Tourelle si Tourelle reste? Moi, je pense déjà il faut se fixer sur des. Il faut améliorer l'équipe. Donc je pense que de toute façon, peu importe la vision subjective des différents partis, je pense qu'il y a des choix qui s'imposent d'eux-mêmes. Je veux dire, là, vu les fins de contrat qu'on a eues, donc ça, on l'a discuté en première partie de podcast, il y a les joueurs à recruter, c'est une évidence. Il faut déjà des latéraux et il faut au moins un milieu de terrain de qualité. De toute façon, là, la qualité, je veux dire, au milieu de terrain, peu importe le profil, ça sera de toute façon une amélioration à l'équipe. Donc moi, j'attends du mercato qu'on améliore tout simplement l'équipe, en fait. Donc que ça soit des choix de Leonardo ou de Tuchel ou peu importe, il faut qu'on prenne des individualités qui améliorent l'équipe et qui s'inscrivent dans une stratégie globale. Et je pense que Tuchel, avec les recrues de Leonardo, il saura très bien se débrouiller si c'est de bons joueurs. Je veux dire, Tuchel, il va pas cracher sur Savic. Je pense pas qu'il crache sur Telles, même s'il peut préférer d'autres types de joueurs, il va pas cracher sur Icardi non plus. Si. Je veux dire, non, mais quand même, Tuchel a fait jouer Icardi. Alors qu'il y ait des tensions entre les deux, je veux bien. Des tensions. Mais voilà, je veux dire. Un objectif entre son amour pour Icardi et sa haine pour Tourelle. Non, mais je veux dire quand même. Enfin voilà, je veux dire collectivement, le PSG va prendre des décisions. Enfin, on sait quelles décisions il faut prendre et voilà. Je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Kata et son pragmatisme. Dernière petite question. Donc la Ligue des Champions qui aura lieu en août avec une formule complètement remasterisée à cause du coronavirus évidemment. Donc on sait que ce sera des matchs à huis clos. Là, on parle que ça se jouera en Allemagne. Tiens, c'est de l'info du jour. En Francfort, Offenheim. Des stades allemands. Des matchs qui ne seront pas lieu sur un aller-retour, mais juste sur un match aller.
Et donc tout à huis clos, évidemment. Donc c'est une espèce de Final Four sur 10 jours où tous les matchs auront lieu. Donc est-ce que pour vous, gagner cette formule-là, est-ce que ça aura une saveur un peu bizarre? Est-ce que ça devient une coupe au rabais? Ou est-ce que ça a la même saveur qu'une victoire de Ligue des Champions normale, Kata? Enfin, pour moi, ça fait un peu coupe au rabais, hein, parce que ça fait un peu coupe International Cup, tu vois, un peu préparation d'été. Les équipes seront pas forcément en forme, nous on sera encore moins en forme que les autres. Donc ouais, ça fait un peu coupe au rabais. Après, il faudra voir sur le moment, quoi. Seb? À partir du moment où Marseille a gagné une Ligue des Champions qui est entachée de scandales, de corruption, pourquoi pas une coupe au rabais? Non, mais dans tous les cas, on sera content, je pense. Hein. En contrepartie, puisqu'on leur a mis depuis 20 ans dessus. Non, mais ouais. J'ai pas d'avis sur la question. Moi, je pense que c'est une équipe qui l'a déjà gagné, comme le Real ou Barça, tu la gagnes, tu es content. Mais gagner une première Ligue des Champions, si ça devait être pour nous, si on devait la gagner, une première Ligue des Champions qui est sur cette formule, j'aurais un sentiment bizarre quand même. Mais je pense que tu as une lecture d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si par exemple dans 4 ans tu gagnes une deuxième Coupe de Ligue des Champions et que tu te retrouves avec 2 étoiles, et ben la première étoile, ça sera ta première Ligue des Champions et ça sera plus attaché à ça en fait. C'est juste que tu as une lecture par rapport à aujourd'hui où effectivement au niveau de l'équité sportive et tout ça, ça ne te parle pas autant. Mais en soi, à l'arrivée. Moi, je proposais pendant le confinement à Dreyas notamment de mettre une année sans vainqueur et de juste de faire un trophée spécial Covid qui s'appellerait le trophée Covid-19-20. C'était marrant. Ouais, mais en termes d'image, l'UEFA, je pense pas va accepter ce genre de choses. Et du coup, à la place d'une étoile, tu as un petit nuage au-dessus. Non, mais après, ce que dit Dreyes, c'est intéressant. Un masque à la place de l'étoile sur le maillot. Non, mais au final, historiquement, on retiendra, on aura peut-être oublié ça, mais après, en termes de charge émotionnelle que ça aurait pu nous apporter entre une Ligue des Champions classique et là, cette Ligue des Champions, au niveau émotionnel, ça va être différent, forcément. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais c'est la lecture d'aujourd'hui, quoi. Ce sera la lecture. Oui. Mais si tu veux, ce qu'on retient dans le sport aussi, c'est le côté émotionnel aussi. Il y a le côté historique, comme tu l'as très bien dit. Donc ça, c'est l'étoile, mais il y a aussi la charge émotionnelle. On est On d'accord. va pas te contredire là-dessus, Kata. Hein. Mais donc, Ah bah là, ça y est, tu défends la culture des résultats avant la culture émotionnelle. 20 ans après, oui. Quoique, non. Non, bah non. Regarde, on parlait de l'équipe de France. Oui, sauf que si. Oui, non, oui. Non, t'es en contradiction avec ce que tu dis d'habitude. Mais après, ça se trouve, ça va être de super beaux matchs. Enfin, là, c'est difficile de se projeter. Ouais, c'est plus entre toutes les équipes qui n'auront pas le même niveau physique, ça risque d'être un peu bizarre. Là. Après, si on fait une préparation type Coupe du Monde ou tu vois un peu commando pendant un mois ou machin, peut-être qu'on peut faire une bonne préparation. Non, parce que ça sera jamais comme des matchs officiels. Ouais, mais il y aura eu 2 finales de coupe entre temps quand même. Voilà, ce sera nos 2 matchs. Mais ce sera les 2 seuls. Mais après, est-ce qu'on sera plus à plaindre que des équipes qui vont jouer pendant un mois chaque 3 jours sans avoir eu de prépa depuis 3 mois? Je sais pas. Non, mais après, on peut faire une prépa. On a de quoi faire une prépa. On peut faire des matchs amicaux. On peut faire des trucs. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Tu peux pas la mettre dans la même catégorie. Il n'y a pas la même intensité. Il n'y a pas la même volonté. Oui, mais par exemple, quand tu prépares une Coupe du Monde, c'est un peu comme ça aussi. Vous mettez déjà en fin de saison avec les joueurs plus ou moins pas vraiment. Et les premiers matchs, d'ailleurs, c'est les matchs de poule. Et dans les matchs de poule, tu vois les équipes qui sont plus ou moins prêtes, etc. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, là, de toute façon, on n'aura pas le choix. C'est pas tout à fait pareil. C'est surtout qu'en Coupe du Monde, les joueurs ont fini leur saison en même temps. Là, il y aura une équipe, il y aura des championnats qui ont pris un mois avant, qui auront 12 matchs dans les jambes, d'autres non. Ouais, les deux. Mais les matchs amicaux, c'est pas pareil. Ouais. Bon, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, on arrive au terme de ce podcast. En 2 parties, donc. En 2 parties, exactement. Pour une reprise, il fallait bien le faire en 2 parties. Et on verra par la suite les prochaines infos. Et on se retrouve très vite donc, pour un prochain numéro. Merci à toi, Kata, pour ce retour. Merci à vous. Merci, Dreyas. Merci. Bonne soirée, tout le monde. À bientôt. Ciao. Au revoir.